et qui éventuellement va le voter par le Parlement, nous voulons dire nous pas besoin aucun support international. Nous avons toujours besoin même pour une meilleure façon pour que l'action que nous prenons aujourd'hui pour nous financer par nos propres moyens ce acte de souveraineté nationale, meilleure façon pour nous pérenniser, c'est à partir de la création d'un fonds que nous avons les fonds spécial électoral. Ça c'est beaucoup de son engagement, mais c'est un héritage. Nous avons quitté pour pays avant de quitter pouvoir dans le mois de février qui vient. Applaudis. Dernière fois samedi, dans le mois de février qui vient. Ça veut dire pas 17 février. On dit mois de février qui vient. Il doit 7 février. Oui. Qu'est-ce qui l'empêche? Oui. Je ne peux pas dire est-ce que ça dérange. Je me dis qu'est-ce qui l'empêche. Mais je vais retourner. Pas oublier dans quel contexte que je là dans le palais national. Et dans plusieurs interventions que je fais, moi dit que Jocelyn Briver, qui a réalisé plus de 35, pour ne pas dire 40, années de service carrière dans l'administration publique haïtienne, qui occupait les plus hautes fonctions de l'État, de directeur général à Sénat de la République, les 140 communes de la République, de l'intérieur, qui gagne aussi dans les 575 sections communales du pays, avec profil moins 35 années de carrière, qui écrit des ouvrages sur l'administration, son profil alléchant, qui t'a qu'à prédestiner tout le monde qui réalise une telle performance pour t'a ambitionner la présidence de la République. Or, tout le monde est d'avis que en 2015, pas parmi les 54 candidats à la présidence. Ça veut dire mobile moins. Motivation, c'était pas le pouvoir. Il s'est arrivé que certaines autorités de l'État ont gagné certaines responsabilités pour les assumer. Malheureusement, n'ont pas pu les assumer convenablement pour aboutir au résultat escompté. On est arrivé au 7 février sans un président élu. Il y a un vide institutionnel qui créait au niveau du pouvoir exécutif qu'il fallait absolument combler dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt de la stabilité. C'est dans ce contexte que depuis le mois de janvier, il y a des négociations qui étaient initiées avec le président Michel Martelly dans la perspective d'une sortie pacifique à la crise qui se profilait à l'horizon et même pour combler ce vide institutionnel qui était devant nous. Un accord a été paraphé et c'est cet accord qui a ouvert la voie à l'élection au second degré d'un président provisoire avec un mandat clair. Bénéficiant de la confiance de mes collègues parlementaires, je me suis retrouvé comme celui devant assumer cette responsabilité de président provisoire. Avec un objectif clair, une mission claire, relancer le processus électoral initié en 2015 pour que le plus rapidement possible, il y ait un président qui est élu et de nouvelles autorités élues au niveau du Parlement, au niveau des collectivités territoriales, pour que ce sont des autorités disposant de toute la légitimité populaire et constitutionnelle qui pourraient effectivement prendre en charge les principaux défis économiques, sociaux, environnementaux et aujourd'hui humanitaires qui constituent le lot de notre pays. Dans le cas d'accord ça, pour me relancer le processus électoral, je une obligation du contractuel pour me faire concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs de la société civile, consulter tous les blocs politiques représentés
au Parlement pour m'arriver à former d'un gouvernement de consensus. Deuxièmement, il me fallait consulter tout secteur dans la société qui te doit désigner membres, soit pour te désigner de nouveaux membres, soit pour confirmer les anciens, pour reformater le conseil électoral provisoire. C'est à la suite de ces deux actions préalables, d'accord, dit que le processus électoral pourrait être relancé. Mais pour sa relance, le conseil électoral lui-même avait aussi pour mission d'évaluer toutes les étapes déjà franchies avant même d'établir ou bien d'élaborer son calendrier électoral. Puisqu'il me fallait consulter les acteurs de la société, ce qui a été fait, leurs revendications devraient être prises en compte dans les décisions à prendre. Plus de 95% des acteurs politiques et de la société civile rencontrés ont toutes exigé la formation d'une commission de vérification afin de faire le jour sur le processus de 2015. Et ça, c'était déjà une revendication récurrente de tous les acteurs qui étaient participés dans la première phase du processus électoral. Bien plus, la commission de vérification formée par le président Martelly en décembre 2015 était recommandé une commission pour faire le jour sur les allégations de fraude et les irrégularités constatées dans le processus électoral. Donc cette commission de vérification que j'ai dû former n'était pas une initiative personnelle, c'était déjà dans le cours des choses. Maintenant, cette commission de vérification, effectivement, a conclu pour le dire, par rapport aux irrégularités dénoncées, il est souhaitable que le processus soit repris totalement, du moins au niveau des présidentielles. C'est cette décision qui n'a pas plu à bon nombre de nos partenaires internationaux. Mais pas attendons que on pourra juger de leur réaction. 3 jours avant le report élection en janvier 2015, janvier 2016, 24 2016, j'ai rencontré plusieurs acteurs internationaux. Et ma position était claire et elle l'est encore aujourd'hui. Si nous dépensons 100 millions de dollars qui n'aboutissent pas à des élections crédibles, qui ne conduisent pas à la stabilité politique, permettez-moi le mot, c'est du gaspillage. Et je te dis publiquement, je dis encore, dans le niveau de souffrance que le peuple haïtien est, si le gouvernement engage 55 millions de dollars pour des élections, faudrait-il bien que ces élections aboutissent à la stabilité et à la paix et qu'elles soient crédibles. C'est par rapport à cette conviction qu'il fallait redonner confiance au processus électoral, qu'il fallait convaincre les acteurs à retourner dans le processus, que la commission a été constituée. Et c'est la décision de la commission d'Acadie qui désarçonnait, qui dérangeait en quelque sorte certains de nos partenaires qui publiquement ont annoncé qu'ils n'ont pas financé ou reprise processus électoral. En tant que responsable d'État, en tant que citoyen patriote, reconnaissant l'importance de l'élection pour le pays et nécessité pour le fait, j'ai invité mes compatriotes à se serrer les ceintures et à mobiliser toutes nos ressources pour l'accomplissement de cet acte de souveraineté. Je dis avec satisfaction que journée jeudi, les 25 premiers millions de dollars réclamés par le Conseil électoral ont été pourvus intégralement à partir des ressources du Trésor public. Par contre, ce n'est pas 25 millions de dollars seulement que lié. Les 25 millions de dollars, c'est ça le Conseil électoral a demandé. Mais le déploiement des forces de sécurité
n'est pas pris en compte dans le budget électoral. Ne serait-ce que pour la première phase, pour le déploiement de près de 12 000 policiers sur toute l'étendue du territoire national, ça a un coût. Et le coût est aussi financé à travers les ressources du trésor public. Est-ce que cet argent, comme ça, nous t'es joigné là, c'est-à-dire comme qui a depuis sur Martelly, ou du moins les caisses de l'État ont été vidées avant le départ du président Martelly? Dans chaque intervention, moi, j'ai toujours aimé dire, je n'aime pas cette expression, les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État ne sont jamais vides. Parce que les caisses de l'État, ils sont alimentées au jour le jour. Pendant ma parole là, combien de monde qui a dédouané marchand de la frontière? Combien de monde qui n'en ligne pour le payer pour dans DGI? Qu'on va rentrer au jour le jour. Elles peuvent ne pas être suffisantes. Donc, mais les caisses ne sont jamais vides. Mais comme je te dis, les nous arrivés là, nous joignent une situation financière désastreuse. Ça, c'est clair, les caisses de l'État n'étaient pas vides, mais l'État n'avait pas les moyens de répondre à l'ensemble de ces engagements. Jusqu'à journée aujourd'hui, à prendre ma parole là, il y a plus de 3000 professeurs engagés dans le cadre du programme SUGO qui pendant 2 ans pas touché salaire. Mardi dernier, il y a eu une manifestation à H. Et pas parler. Et chaque année, l'État mobilise près de 2,6 milliards de gouttes pour le programme SUGO. On va le loin. En plus de ces 3000 professeurs, on parle de près de 3000 autres qui à l'intérieur des salles de classe sans l'aide de nomination qui enseignent et qui ne reçoivent pas leur paye. Depuis un an environ. On ne peut pas parler de monde qui gagne l'aide nomination qui dans salle qui pas touché. Ça uniquement pour ce secteur. Si malé au niveau des fonds Petro-Caribé, m'te ka dit que c'est principale source de financement des grands chantiers de l'État au cours des 5 dernières années. La facture pétrolière, la dette à court terme que nous achetons pétrole dans le Venezuela, que nous vendons distributeurs locaux, que nous payons nous, de juillet à janvier, on a cessé de payer le Venezuela. L'enrivé nous joignent une dette de près de 89 millions de dollars de dette à court terme à l'égard du Venezuela. Je ne peux pas parler de quoi nous prêter pour nous payer dans 25 ans, non? Je que nous acheter pour nous payer. Nous acheter, nous vendre, nous toucher comme nous pas payer. Côte comme la fait. Je me pose la question aussi. En plus de 89 millions de dollars de dette à court terme impayés, nous avons un ensemble de firmes ayant des contrats d'exécution de projets avec l'État que nous pas payons, que nous devons près de 127 millions de dollars. Si vous voulez un exemple, building ministère de l'Intérieur là, que le président Martelly inaugure avant l'aller, mais là, il finit à 98%. Et puis, ministère du Commerce, mais de nous là, il finit à 95%. Nous devons faire OECC qui a fait là 5 millions de dollars pour montrer l'ensemble des dettes. Et si je entre dans le détail, ce n'est que la semaine dernière que nous recevons des dettes que des ministères ont contactées dans le cadre du programme Carifiesta. Donc nous sommes submergés de dettes laissées par le gouvernement, mais simultanément, il faut faire face à nos responsabilités, non seulement pour continuer à la population service que l'État doit, mais en même temps faire face à ce défi qui est le défi électoral. Nous avions mobilisé toutes nos énergies. Nous avions pris des mesures courageuses de limitation au strict minimum des dépenses de l'État. Éviter toutes les dépenses non essentielles, éviter le gaspillage des fonds publics. Et c'est ça que nous mobilisons fonds que Jodia nous dit. Tous nos engagements par rapport au processus électoral, nous assumons avec les ressources du Trésor public. Et action ça a proposé, et en pile monde pensait que la communauté internationale peut tourner. Mais nous remarquons que vous tournez. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire
l'orgon président qui patriote et qui voulait rapatrier des éléments pour le permettre de nous exister comme nation, communauté internationale là a rangé, surtout s'il fait confiance. Je pense que c'est la capacité de discuter, de dialoguer, de prouver votre détermination. Moi, je pense que j'ai eu des rencontres avec la communauté internationale bien avant même la formation de la commission. Leur préoccupation et inquiétude que cette commission ne soit pas une commission politique qui ait objectif écarter le monde. Je me suis battu à ce que cette commission soit purement et simplement technique. La preuve, lorsque le sorti rapport, pas gain personne monde qui te mettait rapport ça en question. Les principaux candidats qui étaient partis au premier tour t'es accepté retourner dans le processus électoral là. Mais c'est une occasion pour me dire tout merci de confiance que vous fait processus là. Mais il bam une autre occasion tout pour nous démontrer lorsque un gouvernement manifeste volonté pour respecter vote populaire là, pour pas interférer dans le processus électoral là, pour ses pouvoirs lui-même qu'a mette élu li payant. Et je dis notre détermination à rester en dehors du processus électoral, à laisser les acteurs jouer leur partition, à laisser le conseil agir en toute indépendance, ça a donné des résultats. Et aujourd'hui, nous avons réjoui tête nous que les principaux partenaires ont décidé de réaccompagner nous dans le processus. Pas oublier ça, je toujours dit. Et ça va là pour n'importe quelle autre action que moi, en tant que président provisoire, pour un petit bout de temps, pour me prendre, je compte toujours sur l'appui des partenaires d'Haïti. Mais le premier geste, la première action doit sortir de nous-mêmes. On a tourné sur Mathieu. On a reçu beaucoup d'assistance. On a reçu beaucoup d'appui. On dit assistance, on dit limite, c'est pour passer sans pile comme que nous recevons. Mais premier kage ont mangé qui arrive dans le département, c'est financé par le Trésor public. S'il est vrai qu'un pile monde dit que l'État, gouvernement est absent, inefficace, c'est parce que nous ne faisons pas assez de publicité. Dès qu'il s'agit de rendre les services qui justifient notre existence en tant que responsable, il n'y a aucune raison de battre la grosse caisse, de faire de la propagande. Notre engagement, c'est de répondre aux attentes de nos compatriotes. Et premier camion mangé qui arrive dans les 3 départements affectés ont été achetés par le gouvernement et payés avec les ressources du Trésor public. N'a tourné sur Mathieu président. Mais il y a un bail qui est passé la semaine ça parce que nous tournons la thématique élection côté conseil électoral provisoire pour la première fois dans notre histoire. Gagné un parti politique, la personne de Famille Lavalas, de Jean-Bertrand Aristide, Maryse Narcisse, ils ont été invités parce que ils ont parlé de la violence et puis ils ont dit élection ou déchocage. Interprétation ou mésinterprétation, analyse ou pas, mais ils ont été invités qui gens ou même ont pas réagi sur question de la violence au niveau des élections. Le fait même que le conseil électoral là convoque un candidat pour une déclaration dit assimilée ou bien qui transpirait de la violence pour rappeler les prescrits du décret électoral quant au comportement des candidats, ça témoigne de toute l'indépendance du conseil électoral. Ça témoigne aussi de la non-implication du pouvoir exécutif dans le déroulement du processus électoral. Le fait même que candidat répond à l'invitation, ça témoigne aussi de son respect pour le processus électoral. Ça, c'est un fait. Mais le deuxième, par rapport à la violence. Jeudi, lundi, scoop à la primeur, et le haut commandement de la police nationale pral signer avec la MINUSTA le plan de déploiement des forces de sécurité électorale sur toute l'étendue du territoire national.
dans les deux cas, qu'il s'agit de la MINUSTA, qu'il s'agit de la police nationale, le mot d'ordre, fermeté et visibilité. Violence, c'est zéro tolérance, quel qu'il soit. Jodia, quel que soit moun qui impliqué dans acte de violence va subir toutes les rigueurs de la loi, sans partisanerie, sans impartialité. Ces élections sont fondamentales pour l'avenir politique, démocratique, institutionnel du pays. Le gouvernement n'est prêt à accepter qu'aucun individu, à quelque secteur qu'il appartient, puisse perturber ce processus. Zéro tolérance en matière de violence. Plus de 12 000 policiers seront déployés sur toute l'étendue du territoire national et vont rester pendant au moins 8 jours pour assurer la sécurité et des bureaux de vote et des électeurs. À bon entendeur, salut. Et pour ce qui a trait au commissaire de gouvernement? Demain, mardi, je prévois de rencontrer tous les délégués départementaux, les commissaires du... Je prévois de rencontrer tous les délégués départementaux, les commissaires du par rapport aux élections, que eux-mêmes ils suivent mot d'ordre que recevoir. Le mot d'ordre, les électeurs sont seuls désignés pour choisir leurs candidats et non les commissaires et non les délégués. Et nous avons parlé du président et puis me souris parce que chef parti politique qui antipathique avec qui même ça qui plus ou moins attendait et qui comprennent ce dit, il dit à président tout Goncourt parce que le président ne veut pas d'élection. M'attend à parler là et m'ta connaît qui gens ont réagi par rapport avec politique ça, politicien yo qui dit le 20 pas de élection parce que le président privé pas prêter le transition pilon. Et nous avons même dit son attitude suicidaire. Qu'est-ce que Jocelyn Brivet gagne à sacrifier toute la réputation qu'il s'est taillée pendant plus de 40 ans au niveau de cette société? Qu'est-ce que Jocelyn Brivet gagne à sacrifier, à détruire toute l'image d'homme responsable qu'il s'est constitué au cours des 40 dernières années à la tête des différentes institutions de l'État. Rappelons pour m'introduire sur Jamdedou. Mbadi Pago, il y a très peu de compatriotes à réaliser le profil que Jocelyn Brivet gagne dans le pays. Donc, avec un tel profil, qui tape un tel profil, qui t'a pas dit, ban mal prend chance moi. M'pas dans 54 là. Donc, si m'te vle pouvoir, pour le pouvoir, pour rester au pouvoir, m'tape dans 54 là, et me garantit. Très peu moun t'a étonné que m't'a premier. Très peu de monde t'a étonné que m't'a élu dès le premier tour. Et j'avais le choix de rester sénateur de la République. Si je dis à m'assumer une responsabilité, c'est parce que certains de mes compatriotes ont failli à les assumer. M'assumer avec une seule mission: permettre à mon pays de sortir de cette instabilité chronique dans laquelle il vit, ça fait plus de 30 ans. Jocelyn Brivet ne peut être un facteur d'instabilité politique. Je suis un ardent, un fervent partisan de la stabilité
politique, parce que sans stabilité, il n'y a aucune chance pour ce pays de sortir de son marasme économique et financier. Démobilisation de certains citoyens, vu après le passage Mathieu, et qui s'en a dit au président, parce que il y a plus de monde qui ne doit pas le voter le 20. C'est un acte, certes, volontaire, mais c'est aussi un devoir constitutionnel. La jouissance des droits et libertés que reconnaît la Constitution aux citoyens exige le respect des devoirs. Parmi les principaux devoirs, c'est voter aux élections. Malheureusement, la Constitution n'a pas de prévoir sanction pour le monde pas voter. On ne peut pas contraindre la population, on ne peut pas contraindre les citoyens à voter, malgré que son devoir considère qu'il y est. Mais par contre, je vais dire une chose. En plusieurs occasions, à mon corps défendant, je rappelé compatriotes moi importante sélection ça pour le pays. Le deuxième lundi de janvier, sans ces élections, c'est le dysfonctionnement total des trois pouvoirs de l'État. À répéter le pouce-coup. Sans ces élections, le deuxième lundi de janvier, c'est le dysfonctionnement total des trois pouvoirs de l'État. Je les prends un par un. Le pouvoir judiciaire. La Cour de cassation, sous 12 juges qu'il doit gagner, je dis qu'il y a seulement 2 qui gagnent la légitimité constitutionnelle. Il y a 4 là-dedans, c'est des corps étrangers que vous voyez. Il y a 3 qui objet d'une résolution votée à l'unanimité par l'Assemblée des sénateurs qui dénonçait façon que été nommé dans la Cour de cassation. Celui qui fait office de président a été nommé par M. Boniface Alexandre en décembre 2005 pour un mandat de 10 ans qui a pris fin en décembre 2015. Donc, il n'a aucune légitimité pour être président de la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation, la plus haute instance juridictionnelle du pays, est dans un état de dysfonctionnement avéré. Le pouvoir législatif. Sans ces élections, le deuxième lundi de janvier, le Sénat va comporter 14 membres. Pour tenir valablement séance, il faut constater la présence de 16 sénateurs dans la salle. Le deuxième lundi de janvier, sans ces élections, on a bien 14. Donc, il n'y aura pas de Sénat, il n'y aura pas d'Assemblée nationale. Donc, c'est le dysfonctionnement du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, le Premier ministre tire sa légitimité du Parlement. Le président provisoire actuel en la personne de Jocelyn Brivert a été élu par le Parlement. Donc, sans Parlement, je perds toute légitimité. Le gouvernement perd toute légitimité. C'est le dysfonctionnement du pouvoir exécutif. Qui moun pays qui t'a remis pays sombrer dans le chaos et l'anarchie. Voilà l'important de ces élections. Quel intérêt à la population à ne pas profiter de cette opportunité, non seulement pour éviter pays à sombrer dans ce chaos, mais en même temps pour moun qui pral vin occuper poste, c'est des moun que population effectivement fait confiance. Parce que les élections annoncées doivent permettre l'arrivée de 16 nouveaux sénateurs. 6 qui sont déjà en retard et 10 nouveaux pour combler le vide qui va être donné par le tiers qui a été élu en 2010. 27 nouveaux députés, 575 organes des 575 collectivités territoriales. Permettez-moi de rappeler nous, les collectivités en question ont été élues en 2006. Depuis lors. Ça fait plus de 6 ans que les sections communales
sont gérés par des organes ne disposant d'aucune légitimité. Mais ensemble de postes que ces élections doivent pouvoir, mais ensemble d'autorités qui doivent être élues à travers ces élections. Donc, comprendrez bien, il ne s'agit pas d'un simple exercice, il s'agit de doter le pays d'autorités légitimes. Donc, scope, l'échec du 20 novembre est loin d'être l'échec de Josselin-Brivert. C'est l'échec du pays. C'est l'effondrement de l'État et de la nation. C'est l'effondrement de l'État de la nation. C'est l'écartement d'Haïti de la scène des États démocratiques qui se joue là. Qui moun qui t'a carrément une telle catastrophe politique, après cette catastrophe naturelle dans la côte sud, t'as tombé sous le pays. Après, pendant qu'on parle de catastrophe, dans pile monde qui a réfléchi, nous dit, yo testé collaborateurs et capacité pour le gouvernement réagir pendant Mathieu. Quel type d'analyse vous fait sur le mode de gestion d'avant, pendant et après Mathieu? Sans vantardise, moi j'étais personnellement impliqué dans la campagne de mobilisation, de motivation pré-catastrophe avec l'ensemble du gouvernement. S'il n'y avait pas eu cet engagement, cette prise en charge en termes de perte en vies humaines, et la facture pourrait être plus salée. Elle est salée. Près de 600 morts. Un nombre important de disparus. Ça aurait pu être pire. On a bien géré. Et on n'était pas seul. Des heures durant, le Premier ministre, les ministres, le président, nous t'ai installé quartier général nous dans Koun. Le Koun, c'est le centre d'opération d'urgence nationale qui regroupe non seulement les acteurs publics, étatiques, les acteurs non étatiques, la société civile et les partenaires internationaux. Tout a été mis en œuvre pour faire cette campagne préventive, pour alerter la population sur le danger de ce cyclone et les moyens de mitiger ces dégâts, surtout en matière de perte en vies humaines. Deuxièmement, après la catastrophe, tout le gouvernement s'est mobilisé. Nous dit là, il y a des images que la grande presse internationale a passées. Ou après que c'est le PAM, ou après c'est la Croix-Rouge. Mais nous dit là, les premiers convois d'aide alimentaire, d'aide humanitaire envoyés dans les départements ont été à la charge du gouvernement et financés par des ressources du trésor public. Bien entendu, 4 jours après, 3 jours après, ouais, en pile personnalité politique, en pile ONG, en pile organisation souterrain apporter aide. Nous disons merci. Mais puis on est arrivé là. Mais où tu vas te couper? Ceci, dès le mercredi, le ministère des Travaux publics était à pied d'œuvre. Il répare pont qui est tombé là. Il travaille sur route. Il fait machine rive Jérémy. Il fait machine rive Oziwa. Il fait machine rive Port-à-Piment. Ministre Santé a pris toutes les mesures. On n'a pas eu ce hécatombe que nous t'ai qu'à espérer avec le choléra. On a pu limiter les dégâts. Tester la structure gouvernementale, c'est vrai. Il y a eu des défaillances. D'accord. Parce que quand nous parlons de Koun, le centre d'opération d'urgence nationale, cette structure est déployée dans les différentes régions du pays. Avec les coudes au niveau des départements, les coups au niveau des communes, les coups au niveau des sections communales. Mais qui forme ces structures? Ce sont les autorités de l'État, les délégués, les vice-délégués, les maires, la société civile, les partenaires. Oh, chaque acte
à l'intérieur de cette cellule, chaque a cherché une visibilité politique et qui permet que la coordination qui aurait dû être au maximum sur le terrain a eu des failles. Mais des corrections ont été apportées. S'il y a eu unité de vue au niveau central, parce que ce qui était certain, moins dit, pas qu'à empêcher à une organisation, à une personnalité d'aller distribuer de l'aide dans les zones affectées, mais dès qu'il s'agit des partenaires du gouvernement, tout doit être centralisé au niveau du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est bien dommage. Le programme alimentaire mondial a distribué des produits alimentaires, c'est pas le PAM. C'est le PAM qui distribue à la demande du gouvernement. C'est comme ça pour Yoel. La Croix-Rouge est une des entités du COUN ou du secrétariat permanent. Donc, on lui indique là où il y a un besoin, là où elle doit aller en tant qu'organisation. Quelle aide qui est détournée par les délégués dans certains départements, et il y a aide tout qui arrivait et que des politiques prennent ou libre, ça a été un petit problème, surtout des politiciens liés à une forme de pouvoir. À tout parti, toute structure politique. Rappelons que M'tal participé à l'inauguration d'un bâtiment industriel dans le nord-est, au retour par acquis de conscience ou de responsabilité et matériel de construction que nous te recevoir de nos partenaires, le Venezuela, l'Alpe dominicaine, me dit ben maloué dans qui conditions à gérer. Me font visite dans son appui. Mais j'ai rencontré des députés avec des camions qui viennent chercher alors que la structure il n'a prévu aucune implication d'un élu législatif dans la réception et la distribution de l'aide alimentaire. Ça n'empêche pas, pour assurer le contrôle de cette action gouvernementale, il est tout à fait normal que sur place, les sénateurs et députés observent la façon dont l'aide est distribuée. Mais il n'était pas question que cette aide soit donnée directement à ces élus pour être distribuée. Est-ce qu'on avait corrigé? Je l'ai personnellement dénoncé et ça a été corrigé. Et bien plus, dans les différentes localités du pays, il y a les autorités de l'État. Mais ce ne sont pas les seules autorités et les autorités morales. Depuis environ 2 semaines, moi développé une stratégie, tout en continuant à alimenter les comités locaux de protection civile de l'assistance alimentaire, mais nous utilisons toutes les structures religieuses. Les églises. Les églises. Donc, des camions de nourriture qui sont envoyés directement aux évêques des 3 départements affectés et aux pasteurs des 3 régions affectées. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. On a diversifié les sources de distribution pour que tout ne soit pas concentré dans une seule catégorie. Parce que sont magistrats? Ils ont une chapelle politique. Quels sont délégués? Tout en étant représentant de l'exécutif, mais sur le terrain, il a sa petite base. Donc, comment assurer que l'aide alimentaire soit distribuée à l'ensemble des citoyens sans aucune partisanerie? Et c'est ça l'objectif. L'aide alimentaire en matière de désastre ou de catastrophe naturelle ne peut pas être faite sur une base politique. C'est destiné à l'ensemble des citoyens victimes ou affectés. Et ça, c'est mon mot d'ordre et c'est ce que j'ai transmis à l'ensemble de mes principaux collaborateurs. C'est-à-dire, vous satisfait globalement de gestion de avant et pendant et après? Rien n'est parfait. À longueur de journée, on améliore. Maintenant, Président, il y a 2-3 questions rapidement. Poser parce que on va finir. Je vais me regarder. Oui. Bon. Dans l'aide là, tu as un problème pour certains mots. La question de la République dominicaine et la fameuse question, est-ce que ça dérange? Et est-ce que l'analyse a été faite sur le plan seulement humanitaire et non d'ordre historique? Amdo, nous face
à une catastrophe d'une très grande ampleur. Tous les pays de la planète ont manifesté leur solidarité et sympathie au peuple haïtien. Jusqu'à ce matin, m'a recevoir lettre de sympathie de tous les chefs d'État. Ce matin, me fait sauter pas secrétaire général Ban Ki-moon qui remercie nous d'accueil qui ne pas les témoins sympathiques pour le peuple haïtien. Chaque jour, on reçoit ces courriers. En pile pays, manifester volonté pour aider nous sortir dans la situation, ou bien répondre à l'ampleur catastrophe là par rapport à l'ampleur de ces dégâts. Et le gouvernement américain il déploie un porte-avions avec 12 hélicoptères militaires et plus de 400 militaires stationnés à l'aéroport international. C'est de là étant que les hélicoptères volent vers le sud, vers Jérémie pour apporter l'aide. Ils étaient présents et visibles. Le gouvernement français a fait la même opération avec un bateau militaire stationné à Jérémie qui a installé des systèmes de potabilisation de l'eau. Le gouvernement hollandais a déployé 2 bateaux de guerre, 2 bateaux militaires. Le gouvernement du Venezuela a envoyé 2 bateaux militaires avec des aides alimentaires, mais aussi des matériels de construction. Tous au port de Port-au-Prince, dirigés, pilotés par des militaires. Si malé le Venezuela, la Colombie, pour moi, c'est une aide qui était plus concrète toujours. Un bateau militaire de l'armée de l'armée colombienne, il est arrivé là, avec des dizaines de tonnes d'aliments, capacité de générer 6000 gallons d'eau potable à travers l'eau de mer que le désalinisait, équipé d'un hélicoptère. C'est grâce à cet hélicoptère piloté par des militaires que les zones les plus inaccessibles n'ont atteint. Combien sont-ils de mes anciens collègues sénateurs et députés qui ont dit m'tan pris fait hélicoptère arriver là pour nous, là nous ne pouvons rien. Maintenant. Il y a ces aides matérielles, mais sauf fait de la chaleur humaine. Une délégation de la CARICOM qui vient, le secrétaire général Ban Ki-moon vient, mais le seul président à visiter Haïti, c'est le président Danilo Medina. C'est un dimanche matin que le relève, il dit moi le taremé vient rendre nous une visite de courtoisie. Il arrive à midi, il est 10 heures. Comment accueillir cette solidarité naturelle, humaine, mais aussi fraternelle? J'appelle des hommes d'affaires qui ont compris et qui acceptent de m'accompagner. J'appelle mes ministres. J'appelle les 2 présidents des 2 chambres, le président Scholzer, le président Larèche. Tous, ils ont répondu présent. On était dans la salle de rencontre avec le président Medina. Il y avait seulement comme autorité haïtienne le ministre des Affaires étrangères, les 2 présidents des 2 chambres et les ministres dominicains. La première question, qui ça nous a fait pour vous, qui sont besoin? On a besoin des équipements pour réhabiliter les routes. Le ministre des TPT était là. Quand est-ce qu'on peut leur donner? Qui l'en cavoye pour eux? Demain matin. Nous avons besoin de tôle, nous avons besoin de bois. Oui, on en a besoin. Très bien. Et nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de manger. Oui. La réunion s'est terminée de cette façon-là. La conclusion, le lendemain du jour, une délégation de ministres dominicains qui rentrent en Haïti pour rencontrer des ministres haïtiens pour définir
la logistique, les besoins, définir les besoins, quantité de tôle, quantité de l'eau, quantité de machines. Les deux délégations qui sont à l'aéroport, ils se sont entendus. Comprendre très bien. 86 camions. Comprendre très bien. 86 camions. De la conférence de presse, ironiquement, moi dis yo, s'il s'agissait de nationalistes, c'est 400 militaires qui sont derrière nous, avec les 12 hélicoptères, ça devrait déranger. Est-ce que ça dérange? Ça n'a pas dérangé. De même pour les bateaux français. Les bateaux hollandais, les bateaux colombiens, les bateaux vénézuéliens, les militaires, tous étaient pilotés par des militaires. Ils étaient là au pays. Et c'est à travers eux qu'on assiste les personnes, qu'on assiste les sinistres et les victimes. Donc, s'il s'agissait du nationalisme, on n'aurait pas dû accepter aucun militaire sur le sol national. Donc, pour moi, la question était mal posée. Ça tient de la logique quand même. La question était mal posée. Et ironiquement, je leur dis, pourquoi les autres ne les dérangent pas. Et c'est ça l'histoire, est-ce que ça dérange? Merci. C'était pas pensé, c'est venu naturellement. Okay. Et je me réjouis que ça a fait autant de buzz dans la société. D'accord, Président. Et nous allons finir. Hein? 2-3 questions éclairées. Et chaque temps d'élection, c'est l'OEA qui donne les résultats et le centre de tabulation, nonobstant l'indépendance des membres du Conseil électoral provisoire, centre de tabulation, ce sont toujours les étrangers. Personne n'a droit à le centre de tabulation. Et même si vous n'avez pas pour faire gérer ça donne, et est-ce que année ça encore, c'est l'OEA qui a résultat de l'élection? Transparence totale. Demain matin, peut-être, c'est une question bien content ou remettez l'embouche moi. On avait déjà commencé à travailler pour que la télévision nationale soit présente en permanence au centre de tabulation pour informer l'opinion publique du déroulement des opérations de comptage des votes. Pour le 9 octobre, c'était déjà acquis. Et bien quand on rappelle moi, demain, ça va être au menu de nos discussions. Très bien, Monsieur le Président. On a vraiment fini. Ou pas un candidat? Le président provisoire n'a pas de candidat. Mathieu. Et jusqu'à présent, personne n'a pas dit, moi manifester une quelconque préférence pour un candidat. Permettez-moi de dire. Vous connaissez, Yoslem Privé, c'est un homme ouvert. Oui, vous connaissez ça. Pas un candidat que je ne peux pas parler avec. Pas un là-dedans que je ne peux pas parler avec. Pas un là-dedans que je ne peux pas parler dans le téléphone. Pas un là-dedans que je ne peux pas parler dans le téléphone. Donc, c'est déjà la preuve que m'ouvrit. Mais, vote moyen, comme le vote est secret, vote moyen l'a secret. Mais le président n'a pas de candidat. Et demain matin, c'est ça me dit délégué. L'exécutif n'a pas de candidat. Laissez aux électeurs toute la liberté pour choisir eux-mêmes leurs nouveaux élus. Vous faites trembler PHTK dans le compte palais national. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Le mensonge est un vice. Que quand il fait du mal, c'est une vertu quand il fait du bien. On ne peut pas mentir impunément. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Et je l'ai dit aux plus hautes autorités du PHTK. Il n'a jamais été question de PHTK 5e. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été question. Il n'a jamais une question de ce genre-là. Et c'est ce que je dis. Et je l'ai dit aux nouvellistes. Dites une fois un mensonge.
il reste un mensonge. Dites 2 fois le même mensonge, il reste un mensonge. Mais dites 1000 fois le même mensonge, il deviendra une grosse vérité. Il faut cesser de mentir pour que ce mensonge ne soit pas une vérité. Le président provisoire avait dit élection faite pour l'autre président entre la caillou. Est-ce qu'on pas qu'à candidat à la présidence après ça? Est-ce que la deux mandats? Vous pouvez jamais analyser la question ça? Est-ce que je déjà m'intéresse à la présidence? Je vous fais une question, monsieur le président. Ma réponse? 40 ans de service public. Je ne sais pas quoi me servir pays à plus pas en tant que journaliste. C'est pas obligatoire d'être président, d'être sénateur, d'être député, d'être ministre, d'être maire pour servir le pays. Même avec un micro, même avec un crayon, même avec un stéthoscope, même avec sa plaidoirie au tribunal, on sert le pays. Combien sont-ils de nos compatriotes ont choisi d'émigrer pour que ça aurait été eux-mêmes? Combien sont-ils de médecins haïtiens à laisser Haïti à la recherche de meilleures conditions de vie ailleurs? Combien sont-ils à rester? Qui servent le pays? Ce n'est pas seulement le pouvoir qui vous permet de servir le pays. Je vais continuer à servir Haïti. Je vais continuer à servir les NIP sans être pour autant à un poste politique. Président, dernier mot à c'est où qu'on y a adressé à pays parce que peuple haïtien. Nous sommes dit dans l'interview, élection c'est un fondamental pour l'avenir démocratique pays. Situation misère que nous vivons là. Dégâts que Mathieu provoqué dans le sud là. 2 milliards de dollars de pertes. On pas de quelle ville dans le sud là détruite. Des ravages énormes sur l'agriculture, sur l'environnement, sur la paix, sur le bétail. Des milliers, des dizaines, des centaines de mes compatriotes sont dans la détresse. C'est pas un gouvernement provisoire de quelques semaines qui capote réponse à tout moussaille. Mathieu en pile dégâts, c'est parce que première catastrophe qui était fait, nous pas répondre, nous pas réparer dégâts qui été provoqués. Cyclone n'a toujours gagné. Dévastateur, il y a toujours comme ça. Capacité nous pour limiter dégâts dépend de capacité nous pour nous réhabiliter, pour nous réparer dégâts qui sont faits. C'est pas dans le cadre d'un gouvernement provisoire que nous avons résoudre. Donc, élection qui vient de 20 novembre. C'est yo qui permettre nous gen moun qui gen légitimité, qui gen temps, qui pourra chercher moyen, que ce soit au niveau national qu'international, pour affronter défi ça yo. 17 000 frères et nous qui jodi a, qui dans frontière américano-mexicaine, yo fui pays à cause de conditions déplorables que y a vivre. Pour yo retourner vivre dans le pays tant que tout le monde, faut pays rejoindre stabilité. Pays pauvre. N'a parlé de 2 milliards de dollars. C'est budget pays que qui financé à près de 30% par aide internationale. Quoi dans le pays, pour job créé dans le pays, pour conditions moun améliorer dans le pays, pour investissement qui fait dans le pays. Pas gen personne moun qui gen comme que l'haïtien, que l'étranger qui vient investir pas respecté, qui vient investir dans un pays côté la loi pas respecté, qui vient investir dans un pays parce que chaque instant c'est vle pas vle faut l'aller. Il y a bien investi dans le pays, les pays rejoignent stabilité. Et by Haïti, stabilité. C'est seulement avec stabilité que tout mot nous sont décrits ça, nous avons commencé une réponse à eux-mêmes. Moi, invitez nous tous, dimanche 20 novembre, 6 h du matin, 4 électorales, nous nommons nous, mais que c'est moun que nous fait confiance, moun nous connaît qui est intéressé à avenir nous,
moun nous connaît qui gen capacité pour développer pays que pour nous élus président, sénateur, député, kazek, azek. Moi invitez nous à faire geste ça dans intérêt pas nous parce que c'est li ka bon nous. Élection 20 novembre, pas rater chance ça. Peuple haïtien, moi dis nous merci que nous comprenons le message là, moi dis nous merci que nous prenons destin nous avec bulletin vote nous qui n'amène nous. Merci beaucoup Scoop, côté bon opportunité pour me faire premier message ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous disons tout le monde merci. Président, nous, au nom de toute population, nous remercions, au nom de tout employé Scoopio, le fait que vous dans le Palais national. Nous remercions toute l'équipe communication Palais national là, et surtout Chimène, qui était en coordination avec nous, préparer l'émission. Nous saluons tout le monde et nous disons, nous prendre des engagements. Nous disons, il faut qu'il y ait une élection. Mais nous te dit tout sur des questions que a posées et sur des mentis qu'a dit dans le pays. Le jour vient là que nous avons des réponses. Et voilà que la réponse est aujourd'hui. Que ce soit pour moun k'ap dit président te dit soit fait élection, que moun k'ap dit tout, que le président pas fait élection. Là, comme quoi? Parce que c'est journaliste. Ou dire quelques questions pour poser le président. Je ne vais pas poser. Mais dans pile question pas de connaître que me poser. Que ce couple là, c'est radio et télévision. Ou mon seul président qu'on a, c'est le système privé. En février, j'en le dis, même si c'est pas le février. Je vais continuer, je vais bien aimer l'autre président. Pour blaguer, même faire effort, il y a toute personnalité importante. Moi-même, je dis nous pour engagement. Le 20, il faut aller voter. Le mot qui est plus important dans l'interview, le maître mot, nous avons fait violation, zéro tolérance. Et personne ne va pas une chance parce que le pays a une démocratie. Merci encore, Monsieur le Président. Merci, Gary. Bonsoir. Merci. Gabi Jean-Charles, bonsoir. Marco, bonsoir. Mon frère, mon ami, était un nom de nous. Mon cher Marco, bonjour tout le monde. Merci parce que nous sommes chez Scoop FM pour présentation Bulletin ça. Jeudi 10 novembre, Dr. Reginald Boulos était dans l'émission Haïti Débat. Dans l'interview, il était accordé Scoop FM, docteur puis businessman là, t'es abordé plusieurs points qui ont rapport avec l'actualité pays. Dans une première partie, docteur a fait une longue rallye sur situation élection pays. Il pensait organiser l'élection le 20 novembre, c'est une priorité pour pays. Aucun événement pas tardé fait obstacle pour l'élection pas faite dans jour ça. Dans l'autre côté, il pensait tout au lieu pour élection si là pas ta faite, l'état plus bon pour ta faire élection yo sans département matière était frappé yo si ça t'a venu comme un choix. Et qui éventuellement va voter par le Parlement, nous voulons dire nous pas besoin aucun support international. Nous avons toujours besoin même pour une meilleure façon pour que l'action que nous prenons aujourd'hui pour nous financer par nos propres moyens ce acte de souveraineté nationale, meilleure façon pour nous pérenniser, c'est à partir de la création d'un fonds que nous avons les fonds spécial électoral. Ça, c'est beaucoup de son engagement, mais c'est un héritage. Je vais quitter pour le pays avant de quitter pour voir dans le mois de février qui va venir. Applaudis. Dernière fois, ça me dit dans le mois de février qui va venir. Ça veut dire pas 17 février. Je me dis mois de février qui va venir. Il doit 7 février. Oui. Qu'est-ce qui l'empêche? Ouais. Je ne pas dire est-ce que ça dérange. Je me dis qu'est-ce qui l'empêche. Oui. Je ne vais pas retourner. Pas oublier dans quel contexte que je là dans le palais national. Et dans plusieurs interventions que je fais, moi dit que Jocelyn Briver, qui a réalisé plus de 35, pour me dire 40, années de service carrière dans l'administration publique haïtienne, qui occupait les plus hautes fonctions de l'État, de directeur général à Sénat de la République, les 140 communes de la République de l'intérieur, qui ont assis dans les 575 sections communales du pays, avec profil, 35 années de carrière,
qui écrit des ouvrages sur l'administration, son profil alléchant, qui t'a qu'à prédestiner tout le monde qui réalise une telle performance pour t'a ambitionner la présidence de la République. Or, tout le monde